YouTube est beaucoup de choses différentes pour beaucoup de personnes. Pour les spectateurs, cela peut être un endroit pour apprendre des faits intéressants que le présentateur a déjà oubliés avant même de finir de les dire. Vous pouvez chercher des vidéos pour vous divertir, comme des chaînes de jeux vidéo. Peut-être que vous êtes fan de comédie ou que vous aimez regarder des émissions de nouvelles sur les célébrités. Mais YouTube n'est pas obligé d'être une expérience passive. Non seulement vous pouvez aimer, commenter et vous abonner, mais la section des commentaires des vidéos a été utilisée par les spectateurs pour toutes sortes de choses. Les écoliers coréens ont eu recours aux sections de commentaires de vidéos obscures pour les utiliser comme leur propre salle de chat personnelle. Les vieux dégoûtants ont utilisé les sections de commentaires des vidéos pour enfants, soit comme leur quartier général personnel de manipulation, soit comme un endroit pour rencontrer des personnes partageant les mêmes idées. Ensuite, il y a les créateurs eux-mêmes qui sont un cas à part. Honnêtement, il y a bien plus de raisons pour lesquelles les gens publient du contenu sur YouTube que ceux que nous pourrions couvrir. Avec plus de 82 années de contenu, avec 720 000 $ téléchargés chaque heure, il y a littéralement des milliards d'heures de contenu sur la plateforme, avec toutes les motivations possibles imaginables. Voyons donc certaines d'entre elles qui sont pertinentes pour l'épisode d'aujourd'hui. Certains créateurs de contenu sont complètement à sec sur le plan créatif et ne font que suivre les tendances actuelles, publiant tout ce qu'ils pensent pouvoir obtenir des clics pour gagner plus d'argent. La deuxième motivation importante pour l'épisode d'aujourd'hui est un cri désespéré à l'aide. Certains créateurs se sentent tellement isolés, harcelés et seuls dans leur vie normale qu'ils se tournent vers Internet pour obtenir une certaine validation, un signe que leur existence importe au moins un peu. Mais même s'ils reçoivent cette validation en ligne de la part d'inconnus, ce ne sera jamais suffisant. Se sentir sans valeur et insignifiant dans sa vie quotidienne, tout en cherchant désespérément de l'attention de la part de sa famille ou de ses professeurs, quelque chose qui n'est jamais demandé, peut avoir un impact énorme sur la psyché d'une personne. Si cette détresse mentale n'était pas suffisante, imaginez non seulement ressentir ces sentiments de ne rien valoir, qui semblent être confirmés par tous ceux qui vous entourent dans votre vie réelle, mais aussi être coincé dans un corps auquel vous n'appartenez pas. Imaginez la douleur émotionnelle de vous réveiller chaque matin dans un corps masculin, alors que vous pensez être une fille de dessin animé qui est aussi un fantôme, où la mort est la seule chose qui peut vous libérer des chaînes insupportables de l'oppression, résultant du 17 septembre 1992 à Dallas, en Pennsylvanie. Il a eu une enfance relativement normale, grandissant avec 16 parents et son frère aîné. Randy a toujours été introverti et mal à l'aise socialement. Il n'aimait particulièrement pas être près des autres. Un point de vue assez compréhensible pour lui, car les gens sont les pires. Si ce n'était pas le cas, Mr. Détective n'existerait pas. Mis à part son côté misanthrope, Randy a eu une enfance typique d'un solitaire bien connu, vous savez? Ce genre de garçon tranquille dont sa famille et ses voisins disent toujours aux nouvelles « Je ne peux pas y croire, il a toujours semblé être un si bon garçon ». C'est exactement ce que l'on dirait de Randy aussi, même ses collègues de travail, ce qui est vraiment choquant et montre à quel point on ne faisait pas attention à lui. Quand il est arrivé au lycée, Randy commençait déjà à montrer des signes de maladie mentale. Il était obsédé par la mort et avait une vision idéalisée du suicide. Il souffrait clairement d'une dépression majeure, mais au-delà de cela, il est impossible pour nous de déchiffrer s'il y avait une condition sous-jacente plus importante dont sa dépression n'était qu'un symptôme. Randy détestait l'idée de la thérapie ou du conseil, affirmant que ça altère qui tu es. Considérant qu'il ne semblait pas particulièrement heureux de qui il était, peut-être que cela n'aurait pas été une mauvaise chose. Un facteur contributif possible à sa dépression était l'immense dysphorie de genre qu'il éprouvait, mais nous en parlerons plus tard. De retour au lycée, Randy était l'objet d'intimidations légères, bien que cela ne soit pas clairement défini dans ses récits. Il semble que ce n'était que de légères moqueries verbales que tous les garçons de cet âge se font entre eux. Les premiers signes d'avertissement que quelque chose n'allait pas sont venus sous forme de rédaction pour le cours d'anglais. Chaque histoire qu'il écrivait impliquait que tous les personnages mouraient ou se suicidaient, parfois à la fin. Le professeur n'a jamais dit un mot sur le contenu sombre de Randy, et ses parents n'ont jamais été contactés. Il est important de noter que beaucoup des informations que nous avons proviennent des journaux et vidéos de Randy lui-même.
Bien que j'ai tendance à penser qu'un meurtrier mentalement perturbé n'est pas digne de confiance, considérant le genre de choses dont il parle ouvertement, il semble peu probable que cela soit un mensonge. Mais gardez à l'esprit que des affirmations comme celle-ci sont totalement de son point de vue. Il est donc possible que le professeur ou l'école ait contacté ses parents et qu'ils aient simplement choisi. L'intimidation s'est intensifiée considérablement. Il a été ridiculisé par les autres garçons qui se contentaient de lui lancer des insultes homophobes et il est resté seul pendant tout le lycée. Dans sa quête de l'attention qu'il désirait, il a décidé de se tourner vers YouTube. Le 9 juin 2008, Randy a ouvert sa première chaîne YouTube, Pioneer Productions. En particulier, il utilisait le nom d'Andrew Blaze en ligne. Mais nous allons rester sur Randy, car il détestait son vrai nom, et je me fiche des sentiments des meurtriers. La première année de vidéo a été complètement perdue dans le temps. Bien que YouTube ait complètement supprimé la chaîne, les premières vidéos ont été supprimées à un moment donné, alors qu'elle était encore active. Elles n'ont donc pas été archivées par les fans comme le reste de ses contenus. D'après ce que nous savons, il semble que ce soit plus ou moins la même chose. Pioneer Productions était presque entièrement composé de sketchs humoristiques courts. Randy est devenu encore plus isolé en s'aventurant sur YouTube. Il était donc presque toujours le seul personnage humain dans chacune des vidéos. Les trois autres personnages principaux étaient Monsieur Horse, qui était une tête de cheval en jouet sur un bâton, Whale, une baleine en peluche qu'il a gagnée à une machine à griffes, et Froggy, une grenouille en plastique qu'il a délibérément laissée au fond d'un chariot de supermarché. Il était reconnaissant envers ses fans et leur disait fréquemment qu'il ne savait pas ce qu'il ferait sans eux. Ce fut la première de plusieurs chaînes que Randy créerait au fil des années. Pourtant, bien qu'il ait enfin trouvé un endroit où il sentait qu'il importait, ses pensées sombres et obsessionnelles étaient accablantes. Il ne pouvait échapper à son obsession pour la mort et fantasmait sur le fait de s'immoler par le feu. Peut-être que s'il n'avait pas été si fondamentalement opposé à l'idée de la thérapie, quelqu'un aurait pu l'aider à surmonter la douleur qu'il affrontait. Au lieu de chercher le conseil d'un professionnel, Randy a décidé de vivre sa vie en suivant les conseils d'un monstre. Si vous vous souvenez, Eric Harris et Dylan Klebold étaient les auteurs de la fusillade à l'école de Columbine en 1999. Randy était obsédé par Columbine et les deux tueurs, en particulier Eric Harris. Et je trouve cela un peu ironique, car Randy ressemblait beaucoup plus à Dylan qu'à Eric, mais bon. Il y a beaucoup d'idées fausses sur Columbine qui ont été propagées par les médias à l'époque. La plus grande idée fausse est qu'Eric et Dylan étaient des marginaux impopulaires qui se vengeaient de leurs camarades de classe après des années d'intimidation. Et c'est presque certainement ce qui a attiré Randy vers eux. Mais c'est aussi complètement inventé parce que, d'une certaine manière, il était plus facile pour les gens de comprendre cela que le fait qu'Eric était simplement un psychopathe accompli. Les tueurs de Columbine avaient probablement plus d'amis au lycée que toi. Alors que la mafia des longs manteaux était un groupe de marginaux intimidés à Columbine, Eric et Dylan n'en faisaient pas partie. Cela a simplement été rapporté ainsi parce qu'ils portèrent souvent du noir et jouaient à des jeux vidéo violents. Leur motivation n'était pas du tout personnelle. Ils détestaient simplement le monde et voulaient tuer autant de personnes que possible, choisissant d'utiliser leur école par commodité. Il y a beaucoup plus à dire sur toute cette situation, mais ce serait le sujet d'un épisode différent. En fait, c'est un épisode différent de Mister Detective. Cependant, Randy n'était pas seulement obsédé par Columbine et les deux tueurs, mais il en était ouvertement obsédé. Malgré cela, il n'a toujours pas reçu d'attention en conséquence. Il dit qu'une seule fois, sa mère lui a demandé pourquoi il s'intéressait tant à cela, mais ça n'est allé nulle part. Il a acheté plusieurs t-shirts blancs portant l'inscription « Sélection naturelle » dessus, le même t-shirt qu'Eric Harris portait lors de la fusillade, et il les portait plusieurs jours d'affilée sans jamais recevoir de commentaires à ce sujet. Probablement parce que la plupart des gens n'étaient pas au courant de ce fait et n'avaient aucune idée qu'il rendait hommage à un psychopathe assassin avec ceux qui pourraient être considérés comme un t-shirt générique d'un adolescent tourmenté. Pourtant, pour Randy, qui en était obsédé, c'était un acte très évident et délibéré, et quelqu'un aurait dû lui en parler. Même si ses parents, de manière compréhensible, n'ont pas saisi la référence, j'aimerais penser que quelqu'un lui aurait demandé pourquoi il portait le même t-shirt 3 jours de suite, car c'est dégoûtant. Pendant le lycée, un ami du frère de Randy, Tom, est mort dans un accident de voiture.
Bien qu'il ne connaissait pas bien Tom, cela a profondément affecté Randy d'une manière importante. Et si cela ne suffisait pas, un nouvel ami qu'il s'était fait, Matt, est également mort dans un accident de voiture. Dans son journal, il a écrit « La mort de Tom m'a enlevé la lumière de la vie. La mort de Matt m'a tué. » Randy pensait déjà beaucoup à la mort et en fantasmait. Et ce traumatisme l'a plongé encore plus dans l'obscurité. Lors d'une diffusion en direct sur sa chaîne, il a parlé de comment il pensait à la mort tout le temps. Sans mécanisme d'adaptation sain, il n'avait aucune idée de comment gérer ses décès. Mais au lieu de recevoir de l'aide, il recevrait tout le contraire. Randy a eu son propre accident de voiture. Et s'il y avait une partie de lui qui n'était pas encore brisée, l'accident de voiture s'est assuré de s'en occuper. Confronté à sa propre mortalité, Randy considérait maintenant la perspective de vieillir. De questions-réponses peu après son 2e anniversaire sur YouTube. Une des questions qui lui ont été posées concernait les personnes âgées sur YouTube. À l'époque, il disait que c'était quelque chose de cool et qu'il ne voyait aucune raison pour laquelle la plateforme devait être dominée par des adolescents tourmentés. Il pensait aussi que les YouTubers plus âgés pouvaient probablement donner de bons conseils aux gens, car ils avaient fait et vu tant de choses. Cependant, après son accident, son attitude a complètement changé. Tout à coup, Randy a commencé à détester intensément les personnes âgées. Il lui semblait répugnant et l'idée de vieillir lui-même était inacceptable. Il pensait que c'était stupide et sans signification de vivre au-delà de 30 ans. Alors j'imagine qu'il a vraiment aimé le film La Fuga de Logan. Mais cette rencontre rapprochée avec la mort n'a pas seulement changé quelque chose dans le cerveau de Randy qui l'a fait mépriser les personnes âgées et l'idée de vivre une vie longue et productive, mais cela l'a également plongé dans son autre obsession. Randy était obsédé par Amber McLean depuis des années, au point de la considérer comme une déesse. Amber était une fille impopulaire au lycée qui rêvait de devenir une star du rock. Un jour, un garçon qui n'était pas Randy l'a invité à sortir au cinéma, probablement comme une blague cruelle. Elle l'a attendu pendant des heures, se disant qu'il était simplement en retard. Toute la nuit, elle est restée assise à l'attendre, mais il n'est jamais venu. Alors que le soleil commençait à se lever, elle a abandonné et est rentrée chez elle, s'effondrant sur son lit après être restée éveillée toute la nuit. Elle était tellement épuisée qu'elle ne s'est pas réveillée lorsque l'incendie accidentel a commencé. Bientôt, toute sa maison était en flammes avec Amber à l'intérieur. Après sa mort, Amber a pu vivre son rêve. Elle a réussi à atteindre le statut de star du rock en utilisant ses pouvoirs hypnotiques dans sa tentative de conquérir le monde. Amber tirait son pouvoir des personnes qui prononçaient son nom et, si vous ne l'avez pas encore compris, elle est un personnage de dessin animé. Amber McLean est une méchante dans le dessin animé de Nickelodeon appelé Danny Phantom, mais pour une raison quelconque, le programme et le personnage ont profondément résonné en Randy. Tout comme Randy, Amber était une étudiante impopulaire qui voulait être célèbre, comme quelqu'un qui voulait simplement être vu et reconnu. Randy aurait également tiré son pouvoir des gens qui prononçaient son nom, bien que dans ce cas, ce soit métaphorique. Amber signifiait tout pour Randy. Danny Phantom n'était pas seulement un programme, c'était sa vie. Je ne veux pas dire que ce programme était vraiment important pour lui. Je veux dire qu'il semblait croire toutes ces choses, que le monde des fantômes, du dessin animé et les personnages qui l'habitaient existaient vraiment. Il accepta le fait qu'il était une fille. Alors dorénavant, j'utiliserai le pronom « elle ». Malheureusement, la psyché de Randy était complètement brisée et elle ne pensait pas seulement qu'elle était une fille, mais qu'elle était une fille fantôme. Elle voulait mourir pour pouvoir prendre sa véritable forme de fille fantôme et vivre heureuse pour toujours dans l'au-delà, s'amusant avec le fait qu'il est totalement acceptable de chercher une thérapie. Même si les fantômes étaient réels, ce qu'ils ne sont pas, toi ou tout être humain avec un cerveau vivant et respirant, tu ne devrais pas croire que tu es en réalité un fantôme piégé dans un corps humain. Cependant, si les fantômes étaient réels, ne serions-nous pas tous piégés dans des corps humains d'une certaine manière? Cela fait vraiment réfléchir, n'est-ce pas? Non seulement Randy croyait qu'elle renaîtrait en tant que fille fantôme, mais elle semblait penser qu'elle avait déjà passé du temps en tant que telle. Dans un journal, elle a écrit « Ma forme de vie de dessin animé me manque. Les corps dans cette dimension sont tolérables, mais ils ne se comparent pas à cette dimension. » Dans une tentative de faire correspondre son corps à ce qu'elle ressentait à l'intérieur,
Randy a fait quelques changements. Elle sautait des repas pour devenir plus mince et se rasait tout le corps avec un rasoir pour femme. Au début, elle cachait le rasoir, mais ensuite, elle le laissait bien en vue dans la salle de bain avec ses autres produits de beauté. À la grande déception de Randy, personne n'a jamais mentionné aucune de ces choses. Elle n'a jamais reçu de commentaires sur le rasoir, ni sur d'autres produits de bain féminins, et sa famille semblait ne pas remarquer quand elle sautait des repas, ce qui contribuait à ses sentiments d'inutilité. Pendant cette période, Randy a également commencé à acheter ses propres vêtements féminins. Pendant des années, lorsque sa famille allait à sa ligue de bowling tous les mercredis soirs, elle faisait une vidéo pour Pioneer Productions et prenait des vêtements de sa mère pour les porter. Mais elle achetait ses propres soutiens-gorge, collants et t-shirts de filles, y compris un autre t-shirt sélection naturelle. Croire qu'un dessin animé est réel et que la mort te permettra de vivre avec les personnages est assez fou. Mais ne t'inquiète pas, car cela va devenir encore plus étrange. L'équipe de fantômes d'Ember, EGS, était la dernière chaîne créée par Randy. C'était essentiellement une chaîne de fanfiction basée sur les personnages originaux qui faisaient partie d'une équipe de filles dirigée par Ember. Les personnages les plus importants étaient Rachel Shadows et Mackenzie West. Rachel était une fille violente qui détestait les humains et voulait tous les tuer, tandis que Mackenzie était beaucoup plus timide et réservée. Cela semble être quelque chose qui ne serait probablement pas accepté par Nickelodeon. Même si son travail en tant que youtubeuse l'a conduit à un isolement intense, EGS s'est avéré être au moins un projet collaboratif dans une certaine mesure. Randy a travaillé avec des acteurs de voix pour produire une série de courts-métrages animés avec SC personnages originaux et leurs pitreries absurdes, et en aucun cas Randy rencontrerait la fille qu'elle considérait comme son âme sœur. Si toute l'instabilité mentale et la dissociation de la réalité de Randy n'étaient pas suffisamment évidentes, elle croyait que son âme sœur n'était autre que Mackenzie West, le personnage de dessin animé qu'elle avait elle-même créé. Randy a créé des comptes Twitter pour tous les membres d'EGS, où elle menait des conversations avec elle-même à travers les voix des différents personnages fictifs. Tout au long de cela, Randy n'a jamais caché son profond trouble. Tout était à la vue de tous ceux qui se souciaient suffisamment pour prêter attention. Et le côté triste de cette histoire est qu'il semble que personne ne s'en soit soucié. Lors d'une diffusion en direct en 2014 sur sa chaîne, Randy a détaillé ses pensées sur la mort, qu'elle voulait échapper à son dégoûtant corps humain pour pouvoir vivre sa vie en tant que fille fantôme qu'elle savait être à l'intérieur. Les choses ont dû s'améliorer un peu après la diffusion en direct, car Randy a décrit 2014 comme l'une des meilleures années de sa vie. Mais il n'a pas fallu longtemps avant que la dépression ne revienne et qu'elle veuille trouver une issue. Quoi que Randy allait faire, elle savait que cela devait être quelque chose de grand. Elle avait besoin que les gens la remarquent, que cela lui donne l'impression d'avoir vraiment de l'importance dans le monde. La plupart de ce qui se passait n'était qu'un cri à l'aide et à l'attention. Bien que l'aide ne viendrait jamais, et que la seule attention qu'elle recevait était de la part des fans de sa chaîne YouTube, que cela leur importe ou qu'ils ne comprennent pas la gravité des choses dont elle parlait. Mais avant de pouvoir se détacher de son corps humain, Randy avait un dernier projet à compléter. Les vidéos précédentes d'EGS avaient été courtes et animées de manière rudimentaire par elle-même, mais pour sa grande production finale, elle avait écrit une vidéo de 10 minutes et était prête à payer pour qu'elle soit animée de manière plus professionnelle. Malheureusement, ce projet a été un désastre complet et s'est complètement effondré, ce qui n'a servi qu'à faire sentir Randy encore plus inutile. Les acteurs de voix étaient extrêmement lents à livrer leurs enregistrements et l'animateur s'est complètement retiré. Voyons si tu peux comprendre pourquoi les gens auraient pu être réticents à collaborer sur ce projet. Oui, le grand projet d'animation de Randy était une vidéo dans laquelle elle et sa création Rachel tuaient par balle toute une école fictive avant de se suicider. Il n'est pas surprenant que les animateurs n'aient pas été réellement intéressés à donner vie à une fusillade scolaire animée. Même si elle avait déjà fait une série de vidéos intitulée « Conspirando una massacre » qui menait à cela, honnêtement, c'est un peu choquant que la fille qui prêtait sa voix à Rachel n'ait vu aucun signal expliqué comme de l'art ou provocateur ou autre chose, mais quand tu es dans ta cabine d'enregistrement à réciter des répliques comme « Harris et Klebold sont nos héros » ou « Tu as vu un aperçu de cela à Columbine auparavant » ou « Confrontation de tueurs en série »,
Peut-être devrais-tu te demander avec qui tu travailles. Bien que le travail sur la vidéo ait commencé en 2016, lorsque notre histoire se termine en juin 2017, la vidéo n'était pas terminée. Randy a téléchargé la vidéo en grande partie non animée, présentant son travail de voix et celui de Rachel. Il n'est pas surprenant que ce soit étrange et effrayant, et je ne recommande pas de la regarder. Mais comme elle est à peine animée, les images de la fusillade à l'école ne vous entreront pas. Le début de la vidéo offre potentiellement un aperçu de la façon dont elle a été harcelée. Après un monologue obligatoire sur combien elle adore Eric Harris, le personnage de Randy reproduit dans sa tête les voix de ceux qui l'ont amené à tirer sur l'école avec des moqueries comme « J'ai entendu dire que tu aimais imprimer des photos de filles sur Facebook et éjaculer dessus. Je parie que tu te masturbes devant tes jolis dessins parce que tu ne peux pas avoir de vrai vagin. » Il n'est pas clair si ces éléments étaient réellement utilisés pour l'intimider ou s'il s'agissait simplement de confessions impitoyables, mais étant donné que certains élèves sont mentionnés par leur nom dans la vidéo lorsqu'ils sont tués, j'ai tendance à croire que c'est la première hypothèse. La vidéo inachevée du massacre au lycée Westborough a été publiée par Randy le dernier jour de sa vie. Elle l'avait planifiée pendant des mois et y faisait allusion dans ses diffusions et vidéos. Tous ses comptes Twitter comptaient les jours jusqu'au grand événement. Rachel le faisait avec une joie meurtrière, tandis que l'âme sœur de Randy, Mackenzie, était ouvertement nerveuse à propos de ce qui allait se passer. Mais il était déjà trop tard pour revenir en arrière. Randy avait planifié cela pendant trop longtemps et tout était en place. N'ayez crainte, chers spectateurs avides de sang, les meurtres arrivent. En fait, il ne restait que 44 jours avant les meurtres lorsque la mère de Randy l'a emmené au magasin d'armes pour acheter un fusil de chasse. Malgré les appels à l'aide de Randy et les nombreux signes d'alarme, sa mère n'a vu aucun problème à emmener calmement une adolescente mentalement instable faire des courses pour acheter des armes à feu. De plus, elle ignorait que Randy avait obtenu non pas une, mais 2 armes, toutes 2 des fusils à pompe Mossberg 500, l'un régulier et l'autre à canon scié, ce qui est normalement illégal, mais Mossberg a un vide juridique intéressant avec son modèle Super Shorty. Randy a enregistré des vidéos dans son jardin en s'exerçant au tir avec SS Nouvelles Armes, mais il y avait quelqu'un d'autre qui tenait la caméra. Heureusement, il est peu probable qu'il y ait eu un complice, car elle cherchait un fan pour filmer et télécharger le grand événement, qui heureusement n'a pas eu lieu. Initialement, Randy voulait que le grand jour soit le 7 mai 2019, car les chiffres 5, 7 et 19 correspondaient à EGS. Et ce serait le grand jour où elle allait quitter sa forme humaine et vivre avec ses amis fantômes imaginaires. En réalisant que cela signifierait passer encore 2 années complètes sur Terre, elle a décidé qu'elle ne pouvait pas attendre aussi longtemps et a plutôt opté pour le 9 juin, anniversaire de sa d'Eric Harris. Randy a appelé ses 2 fusils, Rachel et Mackenzie, et a gravé leur nom dessus. Elle a également enveloppé les poignées des armes avec du ruban adhésif comme l'avait fait Eric. Il y avait aussi quelques bonbonnes de propane impliquées, mais elles n'ont pas fonctionné pour Randy comme elles l'avaient fait pour Eric. En suivant son exemple, elle allait manquer la date prévue pour les meurtres d'un jour, bien que dans ce cas, ce fut un jour avant plutôt qu'un jour après. 1 semaine avant le grand jour, elle a dû prendre une décision. Se suiciderait-elle à la maison ou commettrait-elle un massacre avant de se suicider sur place? Face à une décision aussi difficile, la seule option logique était de lancer une pièce en l'air et bien sûr, pour maintenir l'intégrité de l'événement, le lancer de la pièce devait être enregistré en vidéo. La pièce de 1983 serait lancée 3 fois, avec 2 sur 3 pour gagner. Si la pièce tombait sur face, Randy se suiciderait à la maison. Si elle tombait sur pile, elle réaliserait le massacre et se suiciderait sur place. Randy est allé dans son jardin pour effectuer ce pari. Le premier lancé est tombé sur pile, donc, bien sûr, le deuxième devait tomber sur face, laissant tout au dernier lancé. Randy a lancé la pièce plus loin que prévu, alors elle a pris la caméra pour la chercher dans l'herbe, essayant de zoomer avec la caméra. Elle était tombée sur pile. À mon oreille, Randy semblait extrêmement déçue en déclarant que c'était pile. Elle voulait de l'attention. Elle voulait faire sentir qu'elle importait. Elle voulait se libérer du corps masculin. Malgré toute l'obsession pour la mort et Columbine et la fixation malsaine sur Eric Harris personnellement,
Je ne suis pas convaincu qu'elle voulait vraiment tuer quelqu'un d'autre qu'elle-même, mais une personne qui croit qu'une dimension fantôme d'un programme de Nickelodeon est réelle, croira également au destin. Donc, elle était liée par le lancer d'une pièce. Techniquement, il n'est pas explicitement précisé si la famille de Randy aurait été SS victime si la pièce était tombée sur face, mais lorsqu'elle a vu le résultat, elle a dit « pile », ce qui signifie qu'il va y avoir une perte de vies humaines en plus de la mienne. Pour moi, cela indique que, si cela avait eu lieu à la maison, cela aurait été simplement un suicide plutôt qu'un meurtre-suicide, mais aussi méticuleusement que tout le reste était détaillé et catalogué. Nous ne pouvons pas en être complètement sûrs. Toutes les pièces étaient en place. Randy avait ses armes, elle avait choisi l'emplacement, et selon elle, tout ce qu'elle devait faire maintenant était de se procurer Waste Market pendant des années. Elle détestait son travail et son père était le gérant du magasin, CE, qui ne faisait qu'aggraver leur relation. Quand Randy a eu 18 ans, elle a pris l'initiative de trouver un emploi chez McDonald's par elle-même. Son père était fier d'elle jusqu'à CE qu'elle démissionne 3 heures après son premier service. Les emplois dans le service à la clientèle peuvent être difficiles, mais bon sang, tu peux tenir plus de quelques heures. Après cela, le père de Randy était constamment sur son dos pour qu'elle trouve un emploi, jusqu'à CE qui la convainc de travailler au Waste Market, le même travail dont elle se plaignait constamment à sa famille. Cela a alimenté la haine de Randy pour la vie, incapable de comprendre comment on s'attendait à ce qu'elle passe les 30 prochaines années de sa vie à supporter ce qu'elle considérait comme une expérience misérable, tout comme son père. Dans les premières heures du matin du 7 juillet 2017, Randy a téléchargé une étrange vidéo sur sa chaîne YouTube. C'était une visite nocturne du Waste Market où elle travaillait, montrant la disposition et toutes les sorties de secours. Cette nuit-là, Randy est arrivée pour son service de fermeture comme d'habitude. Elle ne faisait aucun travail, mais aucun de ses collègues ne semblait s'en apercevoir. C'était avant que la fusillade ne commence. Après avoir précédemment téléchargé la disposition du magasin, à la fin de son service tôt ce matin-là, Randy était sur son téléphone en train de télécharger un projet final d'animation sur YouTube. Avant que l'animation du massacre du lycée de Westboro ne commence, Randy s'est montré en train de charger 2 fusils, de poser avec eux, de les embrasser, puis de sortir par la porte avec un sac rempli de cartouches, 2 armes et quelques bonbonnes de propane. Vers la même heure que la vidéo de Waste Market a été publiée, le compte de Rachel Shadows a tweeté « Randy et moi allons donner au monde un petit aperçu de CE qui se cachent vraiment dans les ombres de leur vie quotidienne. » Cela semble être un contenu provocateur générique sorti de son contexte, mais étant donné la nature des vidéos qui étaient en train d'être téléchargées à ce moment-là, le message était clair, surtout avec le massacre du lycée de Westboro, il n'y avait plus rien de caché. Randy ne brandissait plus des drapeaux rouges, elle montrait un plan d'action. Étant donné que la dernière vidéo a été téléchargée quelques heures avant la fusillade, il semblait qu'elle suppliait encore que quelqu'un, n'importe qui, la remarque et la prolongeait. Et au fur et à mesure qu'il avançait, ses collègues se concentraient sur le remplissage des étagères pour pouvoir rentrer chez eux et ne se rendaient pas compte que Randy déplaçait des palettes dans tout le magasin et les plaçait devant toutes les sorties pour bloquer toute issue. Peu après minuit, elle est retournée sur son téléphone. Sur la page principale de GS, elle a publié des liens vers les fichiers médias de son journal et ceux qu'elle appelait « ses bandes de suicide ». Puis elle a dit adieu une dernière fois depuis le compte Twitter de Mackenzie. Mais Randy était une narcissique démente. Alors elle se disait adieu à elle-même à travers la voix de son âme sœur imaginaire en disant « Les choses arrivent pour une raison, bonne ou mauvaise. Et je suis vraiment désolé que les choses doivent se terminer ainsi. Je parle au nom de nous tous. Quand je dis que j'espère que nous avons pu t'aider à passer la journée, je déteste toujours les adieux, mais c'est plus comme un « à bientôt ». Merci, Mackenzie. Tout était prêt pour le plan de Randy. Elle avait même mis de l'eyeliner noir et commençait à ressembler à l'un de ses personnages de dessin animé. La seule chose qui restait à faire était de placer une palette devant l'entrée principale où elle avait caché son sac et de verrouiller la porte. Ses collègues n'avaient toujours rien remarqué, ce qui, si vous avez déjà travaillé dans la vente au détail, n'est honnêtement pas surprenant, surtout quand tout le monde est concentré sur la fin du travail pour pouvoir fermer et rentrer chez soi. Il y avait 4 autres employés dans le magasin cette nuit-là.
Victoria Brown, Brian Hayes, Terry Sterling, différentes de ce qui s'est passé dans le magasin, mais nous allons nous en tenir à celle qui a été enregistrée par la caméra de sécurité CCTV du magasin plutôt qu'aux témoignages oculaires, car les témoignages oculaires sont souvent peu fiables. Randy s'est dirigé vers l'allée où Victoria réapprovisionnait les étagères et lui a tiré dans la poitrine, la blessant alors qu'elle se retournait. Randy lui a tiré plusieurs fois à la base du crâne, même après qu'elle soit déjà morte au sol. Elle est ensuite allée dans l'allée suivante, où elle a trouvé Kristan en train de travailler, tout comme Victoria, avec des écouteurs et totalement inconsciente de son environnement. Si inconsciente qu'elle n'a pas réalisé que Randy se tenait juste derrière elle, avec un fusil chargé pendant 5 secondes avant de s'éloigner, laissant Kristan seule à nouveau dans l'allée. Randy s'est ensuite dirigé vers une autre allée où elle a trouvé Brian et lui a tiré 5 fois à longue distance, le touchant au bras, à la poitrine, à la tête et à l'aine. Elle a ensuite localisé Terry, le plus âgé de ses collègues, à qui elle a tiré 2 fois dans le dos, indiquant probablement qu'il était en train de fuir. À ce stade, Kristan était toujours dans l'allée, réapprovisionnant les étagères, quand elle a retiré ses écouteurs et entendu les coups de feu. Elle a couru dans la salle des employés et a appelé le 911 sans savoir qu'il était déjà trop tard pour tous ses collègues. Elle a ensuite décidé qu'elle devait s'échapper. Après avoir vu Randy tirer sur les vitrines et la marchandise avec le dos tourné vers elle, Kristan s'est approchée de l'entrée et a réussi à déverrouiller la porte derrière la palette, mais elle ne glissait pas, probablement parce que la palette placée là avait affecté le capteur d'une manière ou d'une autre. Kristan a réussi à pousser la porte de toutes ses forces jusqu'à ce qu'elle s'ouvre et s'est enfuie du bâtiment, se cachant derrière un buisson jusqu'à l'arrivée des secours. Elle a dit que son instinct immédiat était de courir vers une voiture, mais elle a changé d'avis lorsqu'elle a vu la voiture de Randy et s'est dirigée vers le buisson à la place. J'aimerais vraiment me moquer de la stupidité apparente de cette décision, mais je ne serais probablement pas en train de réfléchir clairement dans ces circonstances non plus, alors je vais passer là-dessus. De retour dans le magasin, Randy a ouvert le feu sur les bonbonnes de propane qu'elle avait apportées avec elle, espérant qu'elles exploseraient et détruiraient le magasin avec elle à l'intérieur. Étant donné la minutie avec laquelle chaque autre partie de son plan avait été exécutée, on pourrait penser qu'elle aurait pris 5 secondes pour vérifier que les bonbonnes de propane n'explosent pas si on leur tire dessus. Après l'échec de cette partie du plan, la seule option qui lui restait était de se diriger vers la section boucherie du magasin, de placer le canon du fusil dans sa bouche et d'appuyer sur la gâchette. Son dernier tweet disait « Adieu, humain, vous allez me manquer ». En l'espace de quelques minutes, Randy avait tiré 59 cartouches de fusil sur ses collègues, la marchandise environnante et sur elle-même. Même sans le suicide, le 8 juin aurait été son dernier jour en vie. Malgré son aversion tant pour les drogues que pour la thérapie, Randy avait ingéré une dose mortelle de Benadryl avant son service nocturne. Les effets secondaires de doses extrêmement élevées de Benadryl incluent des hallucinations et une vision floue, des symptômes qui pourraient expliquer pourquoi Kristan, lors de la commission d'un crime, et de ne pas l'écrire. Et bien que ce soit normalement vrai, j'aimerais ajouter une règle corollaire. 1.A, si tes crimes doivent se terminer par un suicide, s'il te plaît, écris tout en détail, car cela rend tout beaucoup plus facile. Le journal que Randy a publié couvrait l'année précédente et les enregistrements du suicide étaient des dizaines d'heures de séquences réparties sur les 6 dernières années. Une grande partie du journal était insensée, commençant par la phrase « Je déteste le monde », un hommage au journal d'Eric Harris. Une grande partie était des divagations incohérentes sur le massacre de Columbine, mais il y avait aussi quelques révélations sur la psyché de Randy. Dans le journal, Randy a également confessé qu'elle était extrêmement homophobe et raciste. Il y avait aussi des détails sur son plan pour le Weis Market, y compris un dessin médiocre de la disposition du magasin où elle espérait trouver tout le monde et où elle commencerait à tirer. Elle a même écrit qu'elle n'aimait pas particulièrement Victoria, mais qu'elle devait mourir. Après tout, on ne désobéit pas à la sagesse divine et au résultat d'un lancer de pièces arbitraires. Cependant, les vidéos étaient beaucoup plus révélatrices. Au fil des années, Randy a parlé de SC lutte avec la vie en général. C'est ici qu'elle a révélé publiquement qu'elle était une fille et a critiqué à plusieurs reprises ses parents pour ne pas avoir reconnu les signes avant-coureurs qu'il y avait un problème.
Pendant 6 ans, elle a parlé de ses luttes avec la santé mentale, des pensées de mort et du désir d'être remarquée. Elle a également mentionné à plusieurs reprises qu'elle ne savait pas où elle en serait sans ses fans, bien que dans les derniers jours avant la fusillade, elle semblait même se retourner contre eux, estimant qu'ils n'avaient pas fait assez. Elle a également proclamé qu'elle était une narcissique et qu'elle regardait ses propres vidéos encore et encore. Mais jusqu'à quel point Randy était-elle narcissique? Dans sa chambre, où elle enregistrait ses vidéos, il y avait des posters des personnages d'EGS. Et elle avait donné des instructions explicites à sa famille pour ne pas jeter les posters, mais pour les donner à ses fans, parce qu'elle avait autographié le dos de chacun d'eux, ceux qui pourraient leur donner beaucoup de valeur. Compte tenu de cela, et du fait que tout ce que Randy faisait était pour attirer l'attention, cela l'aurait dévasté de savoir que cela n'a même pas fait la une des journaux nationaux. Les analystes des nouvelles en Pennsylvanie ont largement couvert l'histoire, mais les médias nationaux étaient encore concentrés sur le licenciement du directeur du FBI, James Comey. Avec seulement 3 morts, ce n'était pas une histoire suffisamment importante pour capter que, parmi tous ceux que Randy a confessés dans le journal et les enregistrements, elle a déclaré qu'il y avait d'autres pensées qu'elle emporterait dans la tombe. Quelques jours avant la fusillade, Randy mentionne Onision en divagant. Elle mentionne qu'elle a arrêté de regarder Onision parce qu'il avait commencé à s'habiller avec des vêtements de sexe opposés dans certaines de ses vidéos. Randy commente que c'est ironique puisqu'elle-même s'habille avec des vêtements de sexe opposés et mentionne qu'ils sont assez similaires à bien des égards. Je ne fais pas d'accusation, mais cela amène à se poser des questions. Nous avons beaucoup parlé dans cet épisode des problèmes de santé mentale de Randy et nous avons également parlé de Columbine. Donc je veux être très clair pour ne pas commettre la même erreur que les médias ont faite concernant la fusillade de Columbine. Lorsque cela s'est produit, les tireurs ont été largement dépeints comme des victimes. Les médias ont peint une image de 2 solitaires isolés qui étaient constamment harcelés et dont les esprits étaient empoisonnés par des jeux vidéo violents et qui ont attaqué leurs agresseurs de la seule manière qu'ils pouvaient. Absolument rien de cela n'était vrai. Ils n'étaient pas des victimes du tout. Ils étaient des meurtriers. Peu importe les luttes que Randy traversait mentalement, en discuter ne sert qu'à peindre un tableau détaillé de la manière dont tout cela s'est produit. Elle n'était pas une victime. Victoria Brong, elle n'était pas une victime. Victoria Brong, Brian Hayes et Terry Sterling étaient les victimes. Nous pouvons utiliser ces événements, le journal et les enregistrements de son suicide pour mieux comprendre ce qui a causé cela et tenter de prévenir que cela ne se reproduise à l'avenir. Mais la souffrance mentale des adultes souffrent de dépression en ce moment et que 15% en feront l'expérience à un moment de leur vie. Cela représente plus d'une personne sur 7, ce qui signifie que si tu es déprimé, tu n'es pas seul. Si tu ressens que tu souffres mentalement, que ce soit en raison de la dépression ou de toute autre chose, il est tout à fait acceptable de chercher de l'aide. Nous ne sommes pas dans les années 1920, ni même dans les années 1980, où l'on croyait que les psychologues n'étaient destinés qu'aux personnes folles. Les comportements de recherche d'attention et les plaintes peuvent fonctionner, mais comme nous l'avons vu, les gens peuvent être complètement aveugles, même aux signes les plus évidents. Donc, si tu souffres, il est tout à fait acceptable de demander de l'aide directement ou de la chercher plutôt que d'attendre qu'elle t'arrive. De plus, les fantômes ne sont pas réels. Les personnages de dessins animés ne sont pas réels et encore moins les fantômes de dessins animés, surtout ceux que tu dessines toi-même. Ils ne sont pas réels, ni ton âme sœur. Je suis prêt à passer outre ta croyance en les fantômes en général. Mais si tu trouves une autre partie de ma déclaration controversée, consulte un psychologue. Arrivé ici, n'as-tu pas encore vu ce autre crime? Moi, je ne le manquerai pas.